Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Tristan Fauveau, premier secrétaire de la Fédération du Parti Socialiste du Finistère, également conseiller départemental du Finistère. Il Bonjour est avec Stéphane. nous. Bonjour, il est avec nous, allais-je dire, en direct ce matin, malgré les vicissitudes de la route, mais vous avez préféré le train, c'est une très bonne Évidemment. option. On va parler de politique, ça ne vous aura pas échappé. Un nouveau gouvernement qui se fait attendre, un nouveau Premier ministre, Michel Barnier, qui consulte. Est-ce que finalement, on a quand même, à la lecture du temps que cela prend pour la composition de ce gouvernement, on a quand même l'impression que Michel Barnier a du mal à réunir des troupes, hein. Ouais, alors c'est vrai qu'on est dans une situation assez inédite sous la 5e, avec au moins un point commun, j'en vois sans doute quelques autres, mais au moins un point commun entre Emmanuel Macron et Michel Barnier, c'est cette capacité assez forcenée à la procrastination. Plus de 50 jours pour tomber sur le nom de Michel Barnier en ce qui concerne Emmanuel Macron, et désormais un record de longueur, un record de temps pour la composition d'un gouvernement de la part de Michel Barnier. Je crois que le précédent record était détenu par Georges Pompidou, si je ne dis pas de bêtises, qui avait pris 8 jours à composer un gouvernement. On est déjà au-delà de 10 ou 12 jours, si je ne dis pas de bêtises. Ben, moi, ce qui m'étonne un peu dans la séquence, c'est qu'on avait présenté, je parle de l'Élysée, on avait présenté Michel Barnier comme étant l'homme de la situation, capable, si pas de réunir une majorité positive en sa faveur dans la nouvelle Assemblée, au moins capable d'éviter une censure. Ce qu'on constate là, c'est que manifestement, les difficultés à composer son gouvernement sont assez symptomatiques de ce qui tiraille le bloc qui aujourd'hui va être amené à gouverner, alors que c'est un bloc minoritaire, c'est-à-dire la difficulté qu'ont les LR à se mettre d'accord avec La République En Marche, tout ça sous le regard bienveillant ou semi-bienveillant, on verra combien de temps tout cela tient, mais sous le regard bienveillant du Rassemblement National. Donc ouais, une séquence assez inédite, mais je trouve assez symptomatique de la manière dont les choses ont été menées par Emmanuel Macron depuis le 7 juillet. Alors justement, il y a eu cette montée du Rassemblement national lors des élections européennes, lors des législatives. Le Rassemblement national qui a augmenté son nombre de députés à l'Assemblée nationale, qui sort quelque part vainqueur, entre guillemets, de ces élections, en tout cas de la colère des Français. J'imagine que, j'ai posé la question déjà à plusieurs invités, mais j'imagine que c'est source d'inquiétude, particulièrement à gauche, particulièrement au PS. Bah alors, évidemment, il y a eu le choc du premier tour des législatives, qui clairement a été remporté pour le coup ce premier tour par le Rassemblement national, que ce soit en voix ou en capacité à transformer ses voix en majorité absolue. Une réaction républicaine de tout le champ politique hors Rassemblement national, mais réaction républicaine qui n'a pas été naturelle. On aurait pu s'attendre à ce que le Front républicain soit une évidence, notamment pour le parti présidentiel. Ce qu'on peut constater, c'est que ça ne l'a pas été. Il a fallu négocier, finalement. Ça a demandé des négociations, ça a demandé une forme de rapport de force et de pression politique, notamment de la part du nouveau Front populaire, qui a réussi à imposer ce Front républicain à Emmanuel Macron, qui avait là aussi la tentation de tergiverser. Et d'ailleurs, ce Front républicain n'a pas été appliqué par tous les candidats de La République En Marche, il faut bien le dire. Il y a quand même un paquet de circonscriptions où leurs candidats ne se sont pas retirés et ont favorisé l'élection de parlementaires du Rassemblement national. Donc oui, source d'inquiétude évidemment, parce qu'après ce premier tour et malgré ce Front républicain qui a montré son efficacité, on a évité une majorité relative forte ou une majorité absolue au Rassemblement national. Les voix du RN, les électeurs du RN n'ont pas disparu entre le premier et le second tour. Et je crois qu'il y a une tentation de la classe politique dans son ensemble, pour le coup, à oublier un petit peu qu'entre les deux tours, ces voix n'ont pas disparu. En vérité, elles ont progressé. Le RN progresse entre les deux tours de l'élection législative de juillet dernier. Donc une source d'inquiétude à laquelle il va falloir répondre. Je ne suis pas certain que le Front républicain fonctionnera de manière aussi efficace si on doit retourner aux urnes dans un an ou un peu plus tard. Et je crois qu'il ne fonctionnera d'autant moins qu'on ne répondra pas aux raisons de ce vote dans les mois et les années qui viennent d'ici à 2027.
Près de 11 millions de Français, c'est considérable. Évidemment, on peut imaginer que ces 11 millions de Français n'adhèrent pas fondamentalement aux idées du Rassemblement national, même si le vote d'adhésion progresse, en tout cas si l'on en croit les observateurs. C'est un message important, fort, urgent, qui a été adressé à la classe politique? Alors oui, c'est un message important, évidemment. Sans doute en partie un message de rejet vis-à-vis du reste de l'offre politique. Sans doute un sentiment chez une partie de l'électorat, mais que je ne sais pas mesurer en vérité, de l'électorat du Rassemblement national, un message ou un sentiment d'inefficacité du reste de l'offre politique. Emmanuel Macron est au pouvoir depuis 7 ans, et aujourd'hui, les gens, les bas salaires, les mères célibataires, les travailleurs de première corvée, comme on les a appelés pendant le Covid, tous ces gens n'ont pas le sentiment qu'en 7 ans, leur vie se soit améliorée. Et donc, il y a la tentation d'aller chercher des solutions vers l'extrême droite. Maintenant, de là à dire que ce vote n'est qu'un vote de colère et pas en partie un vote d'adhésion, ce serait à mon avis un peu présomptueux et ce serait mettre la poussière sous le tapis. La gauche notamment ne peut pas se cacher derrière son petit doigt et considérer qu'on a là une réaction épidermique de l'électorat et que finalement la rivière finira par revenir dans son lit naturellement et que après avoir exprimé leur colère dans une élection, ces électeurs se tourneront spontanément vers une autre offre politique. Je crois qu'il faut regarder les sujets avec un peu de sérieux. Il faut qu'on ait des propositions très concrètes. On en a. Pendant toute cette séquence de composition, de nomination du Premier ministre et de composition de la coalition majoritaire, on a avancé des propositions concrètes, notamment l'abrogation de la réforme des retraites, qui est pour le coup une demande populaire extrêmement forte, extrêmement partagée. Ce dont ne voulait pas Emmanuel Macron, il a fixé des lignes rouges aussi à ce niveau-là, par rapport au choix du Premier ministre. Oui, tout à fait. C'était le point cardinal sur lequel Emmanuel Macron refusait de reculer. Et c'est ce qui a dicté en vérité les 50 jours de pseudo-consultation qu'il a menés. Son seul objectif était d'éviter que soit remis en cause son bilan depuis 7 ans et notamment cette réforme des retraites. Je crois que toute la classe politique aujourd'hui, à part la Macronie et à part LR, a compris que cette réforme des retraites était fondamentalement impopulaire. Même le RN propose son abrogation et d'ailleurs déposera une proposition de loi en octobre pour revenir sur cette réforme des retraites. Pas pour les mêmes raisons que la gauche. Le RN, on le sait, en vérité, partage une grosse partie du programme économique d'Emmanuel Macron. Le RN n'est pas pour la réforme des retraites à 64 ans, mais enfin, ils sont pour la réforme des retraites à 65 ans, voire au-delà. Donc évidemment, les raisons de cette demande de retrait de la réforme des retraites sont pas partagées à gauche. Mais pour en revenir à cette question du vote RN, je crois que si on n'est pas capable, dans l'année qui vient, dans les 3 ans qui viennent jusqu'à la présidentielle, de répondre très concrètement à ce que sont les demandes des Françaises et des Français, on va au-devant de très mauvaises surprises. Parce qu'encore une fois, le Front républicain ne fonctionnera pas à tous les coups. Et je crois d'ailleurs que la séquence telle qu'elle a été menée par le président de la République risque de détourner un certain nombre d'électeurs de ce réflexe du Front républicain. Alors, Michel Barnier consulte. Il a consulté à gauche aussi Stéphane Le Foll, entre autres, qui a dit qu'il n'irait pas dans ce gouvernement qui serait peut-être ouvert un peu à gauche, en tout cas selon le vœu de Michel Barnier. Il y avait aussi une autre ligne rouge, pas de représentant du Front populaire, du nouveau Front populaire. En tout cas, Emmanuel Macron n'en voulait pas. D'où le choix aussi de Michel Barnier. Lucie Castel n'a pas été retenue par le président de la République. Est-ce que pour vous, c'est une erreur de casting, si j'ose dire ? C'est pas une erreur, c'est une faute politique et institutionnelle. En vérité, ce que toute cette séquence démontre, c'est que Emmanuel Macron a perdu toute une série de paris. Il avait parié qu'une dissolution précipitée, très rapide, allait prendre la gauche de court et créerait une incapacité pour celle-ci de s'unir à nouveau sous le format de la NUPES en 2022, du nouveau Front populaire en 2024. Premier pari perdu, puisque dans la douleur, les 4 partis de la coalition ont réussi à se remettre d'accord sur une base programmatique commune et sur une répartition de circonscriptions. Dès le soir, d'ailleurs, de la dissolution, ça a été très rapide. En tout cas, le principe a été acté rapidement. Le travail de détail a été un petit peu plus long. Mais en tout cas, c'est un premier pari perdu pour Emmanuel Macron. Le deuxième pari perdu, c'est celui que, quand bien même la gauche parviendrait à s'unir, elle ne parviendrait pas à terminer en tête de ces élections législatives. Bon. Moi, je ne sais pas vous dire précisément qui a gagné ces élections législatives. Je sais qui les a perdues, Emmanuel Macron, LR, il y a plusieurs perdants dans ces législatives. Néanmoins, la gauche est arrivée en tête. Même d'une courte tête, elle est arrivée en tête.
Ensuite, Emmanuel Macron a parié que la gauche arrivée en tête ne parviendrait pas à se mettre d'accord sur un nom à proposer à Matignon. Bon, troisième pari perdu pour Emmanuel Macron, puisque même si ça aussi, ça s'est fait dans la douleur, il y a un nom qui est sorti de la coalition des 4 partis, alors qui est un nom dont on peut penser ce qu'on veut, mais enfin, qui est le symbole du plus petit dénominateur commun, à minima, entre les 4 partis de la coalition, et qui était un nom, à partir du moment où il avait été proposé, qui était légitime pour être appelé à Matignon. D'autant plus que j'ajoute, vous parlez de ligne rouge, Emmanuel Macron avait fixé comme ligne rouge qu'aucun membre de la France Insoumise ne pourrait participer au gouvernement. Moi, je ne suis pas de ceux qui mettent la France Insoumise en dehors du champ républicain. Certains membres de la France Insoumise jouent parfois dangereusement avec la ligne. Il ne faut pas se voiler la face. Mais enfin, je ne mets pas de signe égal entre le RN et la France Insoumise. Et le président de la République a eu cette tentation-là. Pari raté à nouveau, puisque pour le coup, Jean-Luc Mélenchon avait annoncé assez rapidement que même sans ministre LFI dans un gouvernement NFP, il soutiendrait un gouvernement NFP. À partir de ce moment-là, Emmanuel Macron n'avait pas le choix institutionnellement que d'appeler Lucie Castet au gouvernement. Il a choisi de ne pas le faire et il a dévoyé en vérité les pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution. Le président de la République nomme le Premier ministre, il ne le choisit pas. Emmanuel Macron n'avait pas à se comporter comme un joueur, il avait à se comporter comme un arbitre du jeu. Donc moi je considère que c'est pas uniquement une erreur de casting, le casting importe peu, c'est une faute politique. Parce qu'encore une fois, même si la coalition de gauche n'était pas majoritaire absolue, ni même confortablement majoritaire relative, parce qu'elle avait participé du Front républicain, parce qu'elle était arrivée en tête des élections républicaines, ses idées auraient dû parvenir au gouvernement. Et la vérité, c'est qu'encore une fois, la vraie ligne rouge d'Emmanuel Macron, c'était de ne pas remettre en cause le bilan qu'il portait depuis 7 ans, et notamment l'abrogation de la réforme des retraites. C'est une faute, et à mon avis, c'est une faute pour des raisons de petite politique, pour être tout à fait honnête. Et arriver à la fin sur le nom de Michel Barnier, c'est une provocation institutionnelle supplémentaire pour une raison simple, c'est que le vrai gagnant de cette élection législative, s'il y en a un, c'est le Front républicain. Et le seul parti qui n'a pas participé au Front républicain, c'est justement LR. Et on se retrouve aujourd'hui avec un Premier ministre qui n'a pas participé du Front républicain. C'est une situation qui est baroque, je crois que le mot est faible. Avec un gouvernement qui risque la censure, c'est un petit peu l'épée de Damoclès. Pour l'instant, il n'est pas question d'une censure immédiate. Néanmoins, on a quand même le Rassemblement national qui est un peu faiseur de roi dans cette affaire. Faiseur de roi ou collaborateur direct du maintien en vie artificiel de la République En Marche et du bloc de la droite et du centre. Emmanuel Macron avait 2 choix. Il pouvait choisir de nommer un Premier ministre issu de la gauche qui aurait tenu grâce à l'abstention du bloc central, ce qui aurait été finalement le prolongement du Front républicain en législative. Et une forme de stabilité aussi. Et une forme de stabilité, mais ça aurait pu durer en vérité quelques temps. Ça aurait obligé sans doute la gauche à quelques concessions programmatiques, mais qu'elle était prête à faire, au-delà des caricatures et des prises de parole de Jean-Luc Mélenchon le soir des résultats et du 8 juillet. Lucie Castet, les membres de la coalition du nouveau Front populaire ont dit de façon permanente, n'ont cessé de dire qu'ils étaient prêts à faire des compromis sur le programme du nouveau Front populaire, qui était un programme présenté avant les législatives avec une vocation majoritaire. Une fois qu'il était constaté que cette vocation majoritaire n'avait pas été atteinte, évidemment que le programme devait s'adapter à un gouvernement en majorité relative. Il a choisi de ne pas prendre cette voie-là, donc la seule voie alternative qui s'offrait à lui, c'est celle qu'on a aujourd'hui, c'est un gouvernement de droite, soutenu activement par le centre, et maintenu en vie, maintenu en place par la bienveillance du Front National. Donc aujourd'hui, Marine Le Pen est la béquille du gouvernement Michel Barnier. Combien de temps cette situation peut-elle durer ? Je crois qu'elle a une date d'expiration alors que je ne peux pas déterminer précisément, mais qui est à mon avis assez rapide. Je ne crois pas que Marine Le Pen puisse se permettre de laisser le monopole de l'opposition parlementaire à la gauche. Puisque aujourd'hui, c'est la situation dans laquelle, en vérité, nous sommes. Le monopole de l'opposition, aujourd'hui, est à gauche. Je ne crois pas qu'elle puisse se permettre de laisser cette situation perdurer trop longtemps. Je crois en vérité qu'elle a obtenu un certain nombre de concessions de la part de Michel Barnier, qui ont été négociées directement avec l'Élysée, ce qui est là aussi une situation pas seulement inédite, mais absolument scandaleuse. Je pense qu'elle a obtenu des concessions, notamment sur une réforme du mode de scrutin, et je pense que ces concessions, potentiellement, vont arriver à l'Assemblée assez rapidement. On parlait de la proportionnelle, évidemment. Hein. Exactement. Il n'est pas impossible que ces concessions se matérialisent à l'Assemblée avant même, en vérité, le vote du budget, ce qui déterminera les positions de vote du Rassemblement national.
Est-ce que Marine Le Pen laissera le gouvernement passer le budget ? Je ne sais pas répondre à cette question-là aujourd'hui, mais on est en droit de se la poser. Mais à un moment donné, elle devra retrouver son rôle dans l'opposition, parce que sinon, la situation inverse obère ses chances en 2027 d'apparaître comme une alternative crédible en étant la béquille d'Emmanuel Macron et de Michel Barnier. Donc la situation est précaire, mais c'est une situation qu'Emmanuel Macron a créée lui-même. Alors, avec une autre situation aussi précaire et inquiétante, des mots même de Michel Barnier, qui estime que la situation budgétaire du pays est très grave. Hein, c'est le terme employé hier matin par Michel Barnier lors d'une communication à la presse. Et il s'attache, dit-il, à la constitution d'un gouvernement d'équilibre pour traiter avec méthode et sérieux les défis que rencontre le pays et répondre ainsi aux attentes des Français. Voilà dans la voix de Michel Barnier ces inquiétudes. Inquiétudes budgétaires, on l'aura compris, au moment où le budget n'est pas encore connu, puisque on a repoussé, en tout cas Michel Barnier a repoussé l'examen du texte du 1er octobre au 9 octobre. On a des soucis, enfin en tout cas on a des raisons de s'inquiéter avec ces mots assez anxiogènes quand même du Premier ministre. Oui, il n'y a aucune surprise. Le gouvernement qui va être composé sera sous une triple pression. La pression de l'Élysée qui ne veut toucher à rien de ce qui a été le bilan d'Emmanuel Macron depuis 7 ans, je l'ai dit. La pression d'un Parlement turbulent qui ne lui est pas acquis, puisque le groupe LR lui-même, c'est 47 députés. Donc il a le soutien actif de 47 députés sur 577. Et la pression évidemment de la situation budgétaire et économique de la France. On nous avait vendu depuis 2017 que les Mozart de l'économie et de la finance allaient arriver aux affaires. Ce qu'on constate 7 ans après, avec d'ailleurs une stabilité à Bercy, puisque Bruno Le Maire a maintenant 7 ans de bilan derrière lui, au moment où il tire sa révérence, avec un bilan qui n'est pas reluisant. 3 000 milliards de dettes, une situation budgétaire... alors non seulement vraisemblablement catastrophique, mais en plus très floue et très brouillonne, puisque Bercy ne procède pas à un exercice de transparence complète. On l'a vu encore hier, les lettres de cadrage tardent à arriver. Oui, Éric Coquerel et Charles de Courson se sont même rendus, fait un peu inhabituel, à Matignon pour obtenir ces lettres de cadrage qui ne leur ont pas été remises. Maintenant, je pense qu'il faut être clair. Quand bien même la situation budgétaire serait moins alarmante qu'elle ne l'est aujourd'hui, Michel Barnier est là pour appliquer un programme de droite. Et il a ce mandat-là de la part d'Emmanuel Macron. On peut imaginer un retour de la rigueur ? Je pense, parce que c'est constitutif en vérité de ce qu'est l'ADN politique de Michel Barnier depuis 50 ans. J'ai pas de récrimination particulière sur l'homme. Je crois que ça a été un négociateur du Brexit qui a été salué par à peu près tous les bords politiques. Il a des qualités, sans doute, mais enfin c'est un homme de droite qui appliquera une politique de droite avec l'approbation, l'adoubement d'un président de la République qui applique une politique de droite depuis maintenant 7 ans. La réforme des retraites, ce n'est qu'une étape. Et d'ailleurs, ce n'est pas ça le sujet. On a eu la réforme de l'assurance chômage. On a en ce moment la question de conditionner les allocations aux bénéficiaires du RSA. Enfin, 2 points, ça fait une ligne, si vous voulez. Et les points se multiplient. Donc la ligne est claire. Oui, je pense que le seul mandat dont bénéficiera Michel Barnier pendant ces quelques mois ou un peu plus à la tête du gouvernement, ce sera celui d'appliquer une politique de rigueur budgétaire, d'austérité et d'économie. Et ça a déjà commencé pendant la composition, pendant les consultations d'Emmanuel Macron. Bercy envoyait des lettres demandant des économies à tous les ministères. Situation inédite d'ailleurs, puisqu'ils étaient censés expédier les affaires courantes et que pendant les affaires courantes, ils se permettaient de demander des coupes budgétaires conséquentes sur un certain nombre de secteurs. Vous avez vu la protection judiciaire de la jeunesse qui subit des coupes inédites pour un secteur qui est indispensable en vérité aux capacités du ministère de la Justice d'assurer des politiques de réparation et de réinsertion pour ces publics jeunes qui, s'ils sont abandonnés, se tourneront sans doute plus largement vers la délinquance. Tout ça est évidemment inquiétant, mais je crois que le pays est dans un état de détresse profonde pour une partie de nos concitoyens et que malheureusement,
la situation gouvernementale ne va faire que l'aggraver dans les mois et les années qui viennent si elle perdure. Avec en plus la colère justement des Françaises, des Français qui ont du mal à boucler les fins de mois, qui ne comprennent pas et qui ont peur des possibles augmentations d'impôts. Ça a été aussi évoqué un petit peu en pointillé. Et puis aussi une autre colère, celle des élus de terrain. Alors là, je vais m'adresser à l'élu de terrain que vous êtes. On a vu Bruno Le Maire, avant de quitter son ministère, pointer du doigt une forme de dérive budgétaire à hauteur de 16 milliards d'euros qu'il impute aux collectivités locales ou territoriales. Non, mais c'est une farce. Et plus largement, peut-être aux élus qui n'ont pas su tenir leurs finances. C'est une farce. Les budgets des collectivités sont votés à l'équilibre. Je ne crois pas que l'État s'applique la même rigueur. Loin de là. Bruno Le Maire se cherche un pis-aller pour expliquer les dérives budgétaires de son ministère depuis 7 ans qu'il le dirige. Qu'il aille chercher un autre coupable que les collectivités locales. Je suis membre d'un exécutif municipal et métropolitain, dirigé par la gauche, sans discontinuer depuis 35 ans. Et je peux vous dire que pour le coup, les finances, puisque je parle de la métropole de Brest en l'occurrence, et de la ville de Brest, sont tenues avec un sérieux budgétaire, pas une rigueur, mais un sérieux budgétaire, parce qu'on considère que chaque euro investi dans les services publics locaux, au service des Brestoises et des Brestois, c'est des euros qui sont utilement investis. C'est peut-être la différence avec la droite. Mais enfin, avec une capacité d'emprunt qui est préservée, avec une capacité d'autofinancement qui est préservée, qui a d'ailleurs rarement été aussi bonne. Là, je parle uniquement de la collectivité que je connais. Mais je sais que c'est partagé. J'ai vu la réaction d'André Léniel, le premier vice-président de l'Association des maires de France. Qui était très en colère. Mais évidemment, et à juste titre, que Bercy se cherche d'autres coupables que les collectivités locales qui, encore une fois, doivent composer avec des baisses de dotation globale de fonctionnement, avec des suppressions d'un certain nombre de taxes et d'impôts locaux qui venaient alimenter nos caisses jusqu'à encore récemment et qui ont été remises en cause. On pense à la taxe d'habitation. Et je pense évidemment à la taxe d'habitation qui ont été remises en cause par les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron. Et malgré cela, nous réussissons à boucler nos budgets à l'équilibre. Donc encore une fois, je crois que Bruno Le Maire ferait mieux de balayer devant sa porte. Voilà, mais je crois que la page est tournée pour lui. Ouais. Il y a également cette possible destitution du président de la République. Alors, elle n'a aucune chance, a priori, d'aboutir, mais c'est quand même un fait inédit dans cette 5e République, cette saisie par LFI de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Alors, avec l'aval du PS, qui n'a pas fait d'opposition, mais qui ne votera pas cette destitution du président. C'est un petit peu un effet d'annonce ou c'est un avertissement ? Alors, pour ce qui est de LFI, je ne parlerai pas à leur place, mais je crois que la démarche relève finalement de leur mode de faire de la politique habituel. Je pense que c'est une erreur en vérité. Parce que le risque, c'est que cette procédure-là, si elle échoue et elle échouera, redonne de l'air à Emmanuel Macron, puisqu'elle lui donnera une forme de majorité dans l'Assemblée contre sa destitution. Nous, notre position au Parti Socialiste, elle a été constante. Nous sommes contre le fond de la démarche. Pour ce qui est de notre position au bureau de l'Assemblée nationale, nous nous appuyons tout simplement sur le droit. Le bureau de l'Assemblée nationale n'est pas une enceinte où on juge en opportunité des motions qui sont déposées par les parlementaires. La seule compétence du bureau de l'Assemblée nationale, c'est de juger de la recevabilité d'une démarche. Il y a un certain nombre de critères, de nombre de signatures pour amorcer une destitution d'un président de la République, qui avait été utilisé d'ailleurs en 2016 par les Républicains contre François Hollande. Donc certains crient au scandale institutionnel ou démocratique, mais enfin c'est une arme qui existe dans la Constitution et qui a été utilisée par d'autres à une autre époque et qu'on peut pas accuser d'être des gauchistes échevelés. Mais encore une fois, le bureau de l'Assemblée nationale, il juge uniquement de la recevabilité de la démarche. Sur le plan du droit, la démarche de la France Insoumise, parce qu'elle a recueilli les signatures, parce qu'elle est conforme au droit, cette démarche est recevable. Et donc le groupe socialiste à l'Assemblée nationale a décidé de ne pas s'y opposer. Ce qui ne signifie pas qu'on ne portera pas avec la plus grande clarté ce qu'est notre position de fond sur le sujet. C'est-à-dire qu'il n'est pas souhaitable pour le pays de déstabiliser plus qu'elles ne le sont déjà les institutions. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'Emmanuel Macron, son sort, quelque part, soit réglé dans les urnes. Et que les électeurs s'occupent de, finalement, ramener le centre et la droite
à ceux qu'ils doivent être aux prochaines élections présidentielles en 2027. Donc moi, je souhaite qu'Emmanuel Macron termine son mandat, qu'il le termine dans une cohabitation réelle. C'est surtout ça, je crois, qui aurait été souhaitable le 8 juillet, mais qu'il termine son mandat et qu'on règle tout ça dans les urnes en 2027. On imagine, et ce sera ma toute dernière question, il nous reste 40 secondes, on va aller très vite, mais est-ce que il est souhaitable qu'il y ait une autre dissolution pour rebattre encore les cartes? Alors ça n'arrivera pas avant le mois de juin prochain, voilà, la Constitution est ainsi faite, et qu'il y ait des majorités plus claires. Alors, je ne sais pas si à mode de scrutin constant, on sera capable de dégager des majorités plus claires, les mêmes causes ayant les mêmes effets. Je pense que si on retourne aux urnes dans un an, le résultat risque d'être sensiblement similaire. Il y a une idée qui commence à progresser aujourd'hui dans la classe politique, c'est celle de changer le mode de scrutin. Il y a un professeur de droit qui disait qu'un régime politique, c'est des institutions et un mode de scrutin. Je ne crois pas qu'on répondra à la crise politique qu'on traverse aujourd'hui uniquement en changeant le mode de scrutin. Est-ce que ça peut être un début de solution ? Est-ce que par ailleurs ce n'est pas un souhait aussi des électrices et des électeurs de changer un mode de scrutin qui s'est imposé maintenant depuis de nombreuses années ? Peut-être. Je ne crois pas que ça résoudra tout le problème. Donc moi je ne suis pas sur le plan de savoir si c'est souhaitable ou pas. On verra dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, si ce gouvernement tient, s'il ne tient pas, est-ce qu'une coalition, cette fois-ci représentative des résultats des législatives, est mise en œuvre au gouvernement. Et on avisera à ce moment-là. De toute façon, le seul qui peut appuyer sur le bouton, c'est le président de la République. Donc on ne le fera pas à sa place. Voilà, l'avenir nous le dira. Tristan Fauveau, premier secrétaire de la Fédération du Parti Socialiste du Finistère, conseiller départemental du Finistère et qui a plusieurs casquettes aussi à la ville et à la métropole de Brest. Voilà, pour être complet. Merci infiniment d'avoir été avec nous Stéphane. Ce matin au micro de Bretagne 5 matin. Je vous souhaite une très belle journée. À vous aussi. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.